tous, je m'appelle Daïs Schrick et je suis interne d'anesthésie-réanimation en deuxième semestre. Je vais vous présenter aujourd'hui mon stage junior, stage de l'exercice en chirurgie rachidienne. Ce stage a été encadré par le Dr Kélan Bouhari, que je vous remercie. Donc, l'exercice est une molécule qu'on connaît bien. Il existe des recommandations claires concernant son utilisation dans certaines situations. Et l'objectif de mon staff, c'est de faire un état des lieux sur son utilisation en chirurgie orthopédique et plus particulièrement en chirurgie rachidienne. Pour commencer, je vais faire un rappel physiopathologique. Lors d'une chirurgie, il y a une lésion endothéliale, ce qui provoque une activation du facteur tissulaire. Ça ne marche pas. Mais une activation du facteur tissulaire, ce qui provoque une activation de toute la cascade de coagulation et donc la production d'un caillot de fibrine qui a pour but de combler la brèche vasculaire. Parallèlement à ça, il y a une activation aussi de la fibrinolyse afin d'empêcher une occlusion vasculaire excessive. Les acteurs de la fibrinolyse, c'est le plasminogène qui est activé par l'activateur tissulaire du plasminogène qui le transforme en plasmine. Et la plasmine, elle, va lyser le caillot de fibrine en produit de et c'est là que l'exacil intervient. C'est une molécule qui a été décrite dans les années 1960 et qui initialement était utilisée pour les ménométrorragies. C'est un dérivé synthétique de la lysine qui se fixe au niveau du plasminogène ou de la plasmine et qui empêche sa fixation au niveau de la fibrine et donc qui empêche la dégradation du caillot, diminue donc la fibrinolyse et réduit le saignement. C'est une molécule qui est utilisée dans des contextes d'urgence avec de grosses études qui ont établi son efficacité, notamment l'étude CRASH2 qui a montré que l'exacil était efficace dans la réduction de la mortalité toute cause chez les traumatisés à risque de saignement. Et ce qui a conduit nos sociétés savantes à le recommander dans la prise en charge du choc hémorragique. Et en obstétrique, il a montré qu'il était efficace dans la réduction de la mortalité par saignement dans l'hémorragie du postpartum. En chirurgie programmée, donc, il est aussi utilisé. Là, c'est une méta-analyse qui comparait l'exacil et placebo dans des chirurgies programmées. On voit qu'il y a une efficacité qui diffère selon le type de chirurgie, mais en tout cas, en chirurgie orthopédique, il réduit d'environ 45% le risque de recevoir une transfusion. En chirurgie orthopédique, il a notamment été étudié en chirurgie prothétique avec beaucoup d'études qui ont été réalisées dessus, notamment cette méta-analyse qui étudiait les chirurgies de PTG et PTH, qui a montré qu'il y avait une diminution des patients qui nécessitaient une transfusion quand ils recevaient de l'exacil. Maintenant, on vient plus particulièrement à la chirurgie du rachis. Donc, il est intéressant de différencier les différentes chirurgies du rachis et leurs risques hémorragiques. Notamment, donc, il y en a avec des risques hémorragiques mineurs, donc inférieurs à 500 ml de saignement. Donc, ce sont les laminectomies et les dissectomies. Les chirurgies qui sont à risque hémorragique modéré, ce sont les arthrodèses et les fixations par vis pédiculaire. Et celles à risque hémorragique majeur, donc avec plus d'1 litre de saignement, ce sont les déformations rachidiennes, avec souvent beaucoup de niveaux vertébraux qui sont concernés, et les chirurgies oncologiques. Donc, en chirurgie lombaire mineure, l'exacil a été évalué et il n'y a pas forcément de bénéfices cliniques à l'utiliser. Comme le démontre cette étude, c'est une étude contrôlée randomisée qui étudiait particulièrement les décompressions primaires programmées ou les dissectomies à peu de niveau et qui ne montrait pas de réduction du temps opératoire ni de réduction des pertes sanguines. Par contre, pour les chirurgies à risque hémorragique un peu plus important, donc par exemple les arthrodèses multi-étagées, il y a un bénéfice clinique, donc en effet cette étude le montre avec une diminution du saignement péropératoire, une diminution du volume
et du taux de transfusion péropératoire. Il y a aussi une tendance à la diminution du taux de transfusion post-opératoire, mais c'était non significatif dans cette étude. C'est aussi très utile en chirurgie de scoliose, avec cette méta-analyse qui étudiait les chirurgies de scoliose de l'adolescent. Il est intéressant de notifier qu'ils utilisaient des doses assez importantes d'hexacil, 100 mg kg, puis une perfusion continue, 10 mg kg/h. Et on voit que l'hexacil diminue le saignement péropératoire de moyenne 300 ml et du saignement total d'environ 500 ml, ce qui était aussi accompagné d'une diminution de 45% du besoin de transfusion. En chirurgologie, donc ça peut être particulièrement intéressant de l'utiliser puisque les patients sont souvent des patients qui sont anémiques ou sarcopéniques en préopératoire et qui pourraient bénéficier de l'effet de l'hexacil. Donc il y a peu d'études qui ont été réalisées en chirurgie oncologique, mais on a cette revue systématique qui nous parle de cette étude qui incluait des chirurgies de tumeurs primaires, rachidiennes et de métastases. Il montre donc que des analyses descriptives parce que les études étaient assez différentes entre elles, notamment concernant les doses utilisées et le timing d'injection. Mais globalement, il y a une diminution du taux de transfusion qui a été retrouvée dans à peu près toutes les études. Il y a des résultats hétérogènes concernant le volume de perte sanguine, mais la plupart des études étaient en faveur de l'hexacil. Pour résumer un peu ça, je présente cette méta-analyse d'environ 600 patients qui parle de plusieurs chirurgies rachidiennes et qui montre toujours dans toutes les études une diminution du saignement péropératoire et une diminution du taux de transfusion aussi. Voilà. Globalement, il faut faire de la citrine hexamique en chirurgie rachidienne. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire chez tous les patients? Donc, il existe une contre-indication à l'hexacil, c'est l'antécédent de crise convulsive. Donc, en effet, l'hexacil il peut passer la barrière hémato-encéphalique et induire une hyperexcitabilité du système nerveux central en se fixant au récepteur de la glycine, donc en provoquant une crise d'épilepsie. Et l'incidence de ce risque, il est proportionnel à la dose administrée, comme le montre cette méta-analyse. Donc, plus on fait des grosses doses, plus on a un risque de crise convulsive. Et il n'y a aucune étude qui a évalué si le risque de crise d'épilepsie augmentait avec l'antécédent d'épilepsie, mais il est quand même contre-indiqué chez les patients avec cet antécédent. Est-ce qu'on peut faire de l'hexacil chez les patients à risque thrombotique? Donc, on pourrait penser que, vu que l'hexacil a pour but de stabiliser le caillot de fibrine, il pourrait augmenter le risque thrombotique. Et il y a de grosses études, donc, par exemple l'étude CRASH 2 et Women que j'ai déjà citées, qui ont étudié ce risque thrombotique, mais toutes ces études elles excluent les patients particulièrement à risque. Donc il y a toujours consensus autour de ce risque. Et donc j'ai décidé de vous parler de cette étude, qui est une étude de cohorte qui s'intéressait aux patients opérés pour une chirurgie de déformation rachidienne de l'adulte avec de l'hexacil, et ils ont inclus des patients à risque thromboembolique. Ils les ont mis en groupe bas risque et haut risque. Et les patients à haut risque, c'était les patients qui avaient au moins un antécédent de fibrillation atriale, d'embolie pulmonaire, de thrombose veineuse profonde, de cancer, de métastase, d'insuffisance cardiaque, d'AVC ou d'infarctus du myocarde. Et ils ont montré qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque thromboembolique, même chez ces patients à risque. Une autre étude qui a évalué la sécurité de l'hexacil chez plus de 1000 patients, c'était une étude qui étudiait les patients pour une chirurgie prothétique. C'était des patients fragiles ASA 3 ou 4. Ils recevaient 1 gramme à l'incision et 1 gramme à la fermeture. Et pareil, ils ont mis les patients en deux groupes, un à haut risque, avec au moins un facteur thromboembolique, et les autres à bas risque. Et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas concernant tous les patients ASA 3 et 4, il n'y avait pas d'association entre l'hexacil et une augmentation des événements thromboemboliques post-opératoires. Par contre, dans les patients à haut risque ASA 3 ou 4, il y avait un risque qui était légèrement augmenté
de complications, mais c'était non significatif, puisqu'il faudrait inclure beaucoup plus de patients pour trouver potentiellement une différence. Concernant l'hexacyle et l'insuffisance rénale chronique, donc c'est une molécule qui est éliminée exclusivement par le rein. Donc il y a plusieurs études qui ont évalué le risque de complications chez les insuffisants rénaux qui n'ont pas trouvé d'augmentation de ces complications. Mais pareil, toutes ces études, elles excluaient les patients qui avaient une DHG inférieure à 30. Donc, selon leurs recommandations, il est préférable de diminuer les doses chez ces patients. Donc, j'ai pas trouvé d'études qui parlaient de ça en chirurgie rachidienne, mais cette étude qui est en chirurgie prothétique et qui incluait les patients en insuffisance rénale terminale, donc avec un DFG qui est inférieur à 30, pour une chirurgie prothétique. Les patients recevaient la plupart 2 grammes d'hexacyle et ils ne retrouvaient pas d'augmentation de l'incidence d'insuffisance rénale aiguë ni d'augmentation de la créatinine post-opératoire. Et il n'y avait pas non plus d'autres complications retrouvées, ni thromboemboliques, ni concernant la mortalité. Donc il faut faire de l'hexacyle, mais maintenant, quand est-ce qu'il faut l'administrer? Cette étude, c'est une étude réalisée par le professeur Blanier en chirurgie prothétique qui quantifie la durée de la fibrinolyse post-opératoire, mesurant les dédimères plasmatiques. Donc on voit que la fibrinolyse, déjà, elle débute dès le début de la chirurgie. Et il y a un pic de fibrinolyse à H+6 du début de la chirurgie. Et le statut d'hyperfibrinolyse, il dure jusqu'à H+18 après la chirurgie. Donc, si on extrapole cette étude aux chirurgies du rachis qui sont plus longues, on pourrait s'imaginer qu'on puisse faire des doses plus importantes que seulement 1 gramme à l'incision. Donc en effet, il n'y a pas de consensus sur les doses à administrer en chirurgie du rachis. Donc pour savoir quelle dose on pourrait faire, je vais essayer de vous parler de cette étude pharmacologique qui compare la durée qui compare la clairance de la créatinine avec les doses administrées d'acide tranexamique et sa concentration plasmatique. Et on voit que elles ont choisi le seuil minimal d'effet thérapeutique de l'acide tranexamique. Il est placé à 10 mg par litre selon des études qui ont été réalisées in vitro et in vivo. Et on voit que la durée d'émission de la fibrinolyse, elle augmente avec l'insuffisance rénale aiguë, avec l'insuffisance rénale et la perfusion continue. Donc, en effet, après un bolus d'1 gramme, la fibrinolyse, l'émission de la fibrinolyse, elle dure pendant 4 à 6 heures chez les patients qui ont une clairance entre 85 et 150. Et elle dure entre 8 à 10 heures chez les patients qui ont une clairance de la créatinine à 30 minutes par minute. Et lorsqu'il y a un bonus d'1 gramme puis une perfusion continue, l'émission de la fibrinolyse, elle dure plus longtemps. Donc, on pourrait s'imaginer qu'on puisse faire une plus grosse dose que 1 gramme si la chirurgie dure plus longtemps. Mais est-ce que c'est safe de faire plus qu'1 gramme d'hexacyle en chirurgie? On a cette étude, l'étude POISE-3, qui est une étude qui étudie l'hexacyle chez les patients qui subissent une chirurgie non cardiaque. Des patients particulièrement à risque d'événements cardiovasculaires. Elle incluait tout type de chirurgie, mais 23% de chirurgie orthopédique. Et les patients recevaient 1 gramme à l'induction et 1 gramme à la fermeture. Donc, elle excluait quand même les patients à risque avec un DFG inférieur à 30, et un antécédent de convulsion, un antécédent d'AVC, d'infarctus du myocarde ou de thrombose artérielle ou veineuse inférieure à 1 mois. Et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque cardiovasculaire post-opératoire, d'augmentation des lésions myocardiques, d'AVC, de thrombose artérielle ou veineuse. Donc ça paraît safe de faire un schéma à 2 grammes chez les patients.
Donc, j'ai essayé de vous présenter des études qui comparaient des schémas haute dose et faible dose en chirurgie rachidienne. Donc, cette étude, elle concernait des patients qui subissaient une arthrodèse et elle comparait donc deux schémas. Haute dose, c'était des doses entre 10 mg puis perfusion continue et 100 mg. Et faible dose, c'était entre 2 mg et 10 mg avec plus ou moins perfusion continue. On voit que donc, les schémas haute dose diminuaient le saignement péropératoire et augmentaient l'hémoglobine post-opératoire, mais pas de différence significative dans le taux de transfusion sanguine. Donc, elles étaient plutôt en faveur d'un schéma haute dose. Une autre étude qui, pareil, comparait deux protocoles d'administration de l'hexacil, cette fois-ci chez les patients qui étaient opérés d'arthrodèse supérieure à 10 niveaux ou d'ostéotomie à 3 colonnes, avec deux protocoles, un bolus de 50 mg/kg puis 5 mg/kg/h, ou un autre dosage faible dose, 10 mg/kg puis 1 mg/kg/h. Et on voit que dans cette étude, on a retrouvé donc une diminution des pertes sanguines avec le schéma haute dose. Et il est intéressant aussi de montrer qu'il n'y avait pas d'augmentation des complications avec le schéma haute dose. Il y avait un patient qui a fait une crise convulsive et lui, il avait reçu le schéma haute dose, il avait reçu 6 mg haute dose. Donc, est-ce qu'il existe quand même une alternative à l'hexacil IV chez les patients chez qui on ne peut pas faire d'hexacil IV? Donc, il existe l'hexacil topique qui peut être administré par irrigation au niveau de la plaie, ou alors on dépose une éponge qui imbibe l'hexacil, ou par injection dans le drain en post-opératoire et on clampe le drain. Donc, cette étude, elle a mesuré la concentration plasmatique d'hexacil en fonction de la voie d'administration. Et on voit qu'en post-opératoire, l'hexacil plasmatique, 1 heure et 4 heures après la fin de. Donc là, c'est dans la chirurgie prothétique, à la fin de la prothèse totale de genou, les doses donc, la concentration plasmatique est beaucoup plus importante lorsqu'il a été administré par voie IV que lorsqu'il a été administré par voie topique. Et par contre, à 4 heures après la fin de la PTG, quand on dose l'hexacil dans le redon, donc en local, on voit que les concentrations sont à peu près similaires. Donc ça peut être une bonne alternative pour les patients chez qui on ne veut vraiment pas administrer l'hexacil IV parce qu'on a peur du profil de sécurité. Et est-ce que c'est efficace en pratique clinique? On a cette méta-analyse qui étudie plusieurs types de chirurgie rachidienne, qui étudie l'efficacité de l'hexacil topique, donc des doses qui étaient différentes selon les études, des placebo, et on voit que ça diminue le saignement post-opératoire et la durée d'hospitalisation. Donc ça semble être une bonne alternative. Voilà, les messages à revenir de ce topo, donc c'est que l'hexacil il est efficace en chirurgie rachidienne, notamment pour des chirurgies à risque hémorragique modéré et majeur. Ça semble assez safe de l'administrer chez les patients à risque thromboembolique. Et il pourrait être intéressant de faire des plus grosses doses que 1 gramme en bolus avant l'induction, à l'induction en cas de chirurgie longue et à risque hémorragique. Et on a la possibilité d'utiliser la voie topique si la voie IV est impossible à utiliser. Voilà, merci pour votre attention.